Rebonjour. Alors depuis ce matin, on parle beaucoup d'IA évidemment, mais on ne s'est pas encore dit comment on le prend en main dans les entreprises, comment on fait pour que les équipes vraiment s'en emparent et que ça permette de générer de la productivité. C'est ce dont on va parler maintenant pendant 30 minutes et j'ai avec moi mes trois invités. Julien Nicolas, directeur numérique de la SNCF IA Group et ISNCF Solutions. Vincent Luciani, cofondateur executive chairman d'Artefact. Et Firmin Zocchetto, cofondateur et CEO de Payfit. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment effectivement vous avez fait pour acculturer vos équipes ou les équipes des entreprises que vous accompagnez à l'IA. Julien, si vous voulez commencer. Je peux commencer. La SNCF, vous connaissez, c'est un grand groupe. On est 270 000 dans le monde et 160 000 en France. Donc on a un vrai sujet d'acculturation, d'accompagnement, de formation. Et c'est probablement le premier. Et donc avec l'accélération autour de l'IA depuis les sorties de ChatGPT, puis les autres LLM et Mistral, on a d'abord eu un grand travail d'acculturation. Et en fait, on a créé simplement des espaces au sein de l'entreprise pour présenter concrètement ce que c'est que l'IA, ce que ce n'est pas. Je rebondis un peu sur ce que je disais Clara Chapaz, un peu démystifier, donner de la compréhension sur quelque chose qui finalement peut paraître compliqué et pas accessible à tout le monde. Montrer des outils et puis pouvoir même jouer avec ces outils, donc montrer par exemple ce qu'on peut faire en texte, en vidéo, en voix, pour vraiment faire une première base d'acculturation. Et puis le deuxième point, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, c'est donner accès à ces outils. Et donc on a créé un SNCF GPT qui était un environnement sécurisé et ça permettait en première approche à tous les collaborateurs SNCF, aujourd'hui 100 000 collaborateurs SNCF y ont accès, de pouvoir mettre des documents, travailler dessus et commencer à se familiariser avec la technologie. Après on va plus loin avec des formations un peu plus experts, prompt, etc. Mais voilà, c'est le premier étage. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut le diffuser très largement dans un groupe qui est très conséquent en termes de ressources humaines. Chez Payfit, comment vous avez fait? Vous avez un peu responsabilisé les équipes? Déjà, il y a une prise de conscience à encourager chez tous les salariés parce que c'est une révolution majeure qui est en train de se produire. Et de la même manière que quand Excel est arrivé dans les sociétés il y a des décennies, quand les emails sont arrivés, Internet est arrivé, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et le sujet de l'acculturation était vraiment un sujet extrêmement important. Il ne suffit pas juste de décréter qu'il y a une nouvelle technologie, il y a des nouveaux outils, process qui arrivent pour que tous les salariés, en fait, du jour au lendemain, se mettent à devenir des experts et à faire comme si cette technologie avait toujours existé, comme si c'était né avec. Donc il y a un vrai sujet d'acculturation et c'est pour ça qu'on a donné la possibilité, par exemple, aux salariés de passer dans les équipes produits et tech un jour tous les mois sur des sujets d'IA, donc les AI Days chez Payfit, où en fait chacun va réfléchir à des sujets, se former sur des sujets avec une dominante IA, voir comment il pourrait améliorer le quotidien de nos clients à travers le produit et le service. En tout cas, on veut donner une responsabilité à chaque salarié de faire progresser la boîte et pas avoir un modèle simplement top-down, où en fait on imposerait une utilisation de certains process qui sont magnifiés par l'IA ou certains outils en fait qui sont nés grâce à l'IA. On veut ce sentiment de responsabilité de chacun peut encore plus, grâce à l'avènement de cette nouvelle technologie, contribuer à faire un meilleur produit, un meilleur service pour nos clients et une entreprise en fait plus efficace où en fait on passe du temps sur les sujets qui sont importants et sur des tâches qui ne peuvent pas être automatisées parce que la valeur ajoutée humaine, l'expertise par exemple en paye, est importante. Ça fait le tri. Vincent, dans les boîtes que vous accompagnez, comment ils ont procédé en fait pour acculturer leurs équipes? Alors nous, on est à la fois, on l'a aussi déployé pour nous-mêmes. On est Artefact, on est aujourd'hui le leader en Europe. On est 2000 collaborateurs dans 25 pays. Donc 100% des consultants d'Artefact utilisent en interne. Et effectivement, on a fait une centaine d'agents IA chez nos clients depuis le début de l'année. Et donc, comme tout bon cabinet de conseil, on a un petit framework là-dessus. La première étape, c'est de démarrer avec confiance, on va dire. On observe quand même une très forte décentralisation et donc on a envie d'encourager les gens à l'utiliser au quotidien. Et donc ça passe souvent par des initiatives type Secure GPT sur lesquelles en fait on peut expérimenter
en toute confiance. C'est-à-dire des outils internes Des outils internes sur lesquels c'est le plus important. Les données sont stockées dans un environnement propriétaire non accessible depuis l'extérieur. C'est très important. Le deuxième aspect, finalement, c'est un aspect de construire des fondations par-dessus cette technologie pour que les entreprises se l'approprient et personnalisent finalement leurs propres agents. On voit l'émergence de plateformes agentiques, et en fait la plupart des entreprises aujourd'hui se satisfaisent pas uniquement de cas d'usage type accès à l'information et veulent construire, orchestrer des agents. Donc la deuxième étape, c'est de se dire comment est-ce que je construis une plateforme propriétaire ou semi-propriétaire par-dessus, par exemple, des plateformes type AgentSpace de Google ou Azure Studio de Microsoft qui proposent finalement des outils clés en main pour construire et orchestrer ces agents. Et la troisième étape, et on y reviendra, je pense, c'est la logique de processus. En fait, il y a une première étape qui est de se dire, en tant qu'individu, je me l'approprie, mais l'étape d'après, c'est de se dire, en tant qu'organisation et entreprise, comment est-ce que je repense mes processus? Et en fait, c'est une approche un petit peu différente de l'IA qu'on a connue par le passé, où on avait une approche très métier. Là, c'est une approche processus. Par exemple, un processus achat ou un processus IT ou un processus finance. Et la particularité de ces processus, c'est qu'ils sont souvent sur plusieurs métiers. Et donc, en fait, il faut un petit peu changer notre spectre d'analyse en disant, en fait, le cas d'usage n'est pas sur un métier, mais il est sur un processus. Et donc, il faut déjà comprendre ce que c'est son processus, être capable de décrire le processus actuel et imaginer le processus futur avec de l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qui, à terme, va permettre aux entreprises de se réinventer. Mais voilà, c'est une étape plus avancée que les entreprises commencent à adresser aujourd'hui. Julien, à la SNCF, comment vous avez fait justement pour identifier ces processus? Je crois que vous avez même monté un comité spécifique. Oui, en fait, on a monté un comité IA dans lequel on a des représentants de l'ensemble de nos grands domaines. Donc, on a SNCF Gare et Connexion, SNCF Réseau pour l'infrastructure, SNCF Voyageurs, l'opérateur de train. Donc, vous retrouvez TGV, Inouï, Ouigo, Intercité, TER, Transilien, Rail Logistique Europe pour le fret. Et puis, on a deux grandes filiales, Géodis, toujours sur une partie logistique, et puis Keolis pour le transport urbain. Et donc on a un référent IA par grand domaine, plus des grandes fonctions transverses qui sont représentées, notamment des fonctions support, les RH qui sont très importantes pour piloter un groupe de 270 000 personnes. Et là, on a essayé de faire remonter les besoins pour trouver les use cases les plus transformants. On laisse aussi de la profusion, il y a plein de use cases sur lesquels on peut appliquer de l'IA, mais l'idée, c'était aussi d'en sélectionner quelques-uns qui sont très transformants. Un sur le domaine de la relation client, un sur le domaine de l'industriel, par exemple sur la maintenance prédictive, et de pouvoir vraiment la investir, parce que derrière, il va y avoir des gains de performance assez importants, qui à la fin vont servir tous nos clients, que ce soit les clients voyageurs, autorités organisatrices, etc. Donc avec ce comité, à la fois on fait remonter des besoins, et puis aussi on fait de l'analyse de meilleures pratiques, parce que des pratiques d'un domaine peut évidemment intéresser un autre. Et puis Vincent l'a très bien dit, il y a des processus qui sont communs à plusieurs domaines ou plusieurs métiers. Et donc l'idée, c'est de le faire bien pour passer à l'échelle pour l'ensemble de l'entreprise. Donc on a ce travail assez fin sur vraiment l'identification de use case transformants pour sortir un peu aussi du POC qu'on a tous fait et qu'il faut faire. Ça fait partie de la phase d'acculturation, de prise en main, mais à un moment, pouvoir investir vraiment sur ce qui va amener de la performance. Firmin, très concrètement, quels sont effectivement les cas d'usage que vous avez identifiés qui vous ont amené de la performance? Je les divise en deux grandes catégories. Il y a la performance interne, on va dire. Chacune des 700 personnes, on est un peu moins nombreux qu'à la SNCF pour l'instant, mais chacune des 700 personnes en fait, qui travaillent chez Payfit en fait, est plus efficace et plus productive, gagne du temps en utilisant des outils boostés par l'IA. Ça peut être GitHub Copilot ou Cursor pour les personnes qui développent. Ça peut être Mojo AI pour les commerciaux. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui permettent à chacun en fait, d'être plus productif en fonction des équipes, des départements dans lesquels ils sont. Donc ça, c'est la productivité interne. Elle peut être individuelle, comme vous le disiez, elle peut être aussi collective. Ça rend tout le monde plus productif dans la boîte. Et ça, c'est assez intéressant quand on construit une société qui grandit vite, qui est efficace et qui est tournée vers le futur. Je pense que le gain, moi, qui me plaît le plus et sur lequel on va énormément investir, c'est les gains en fait, qu'on va pouvoir retranscrire en expérience à nos clients.
Et ça, je pense que c'est la différence entre les boîtes qui vont prendre le virage de l'IA et celles qui le prendront trop tard. Parce qu'en fait, cette nouvelle technologie, un peu comme avec l'avènement d'Internet il y a quelques décennies, va permettre en fait aux entreprises de construire des choses qui n'étaient pas possibles de construire avant. Et ça, c'est les clients qui vont l'avoir dans les mains directement. Je prends un exemple, mais on a développé PayFit Copilot qui permet aux 18 000 entreprises qui font leur paye sur PayFit, qui sont souvent des petites entreprises gérées par des entrepreneurs qui ne sont pas forcément des experts en paye. PayFit Copilot, ça leur permet en fait d'être plus autonomes, plus rapides dans la génération de leur paye. Ça leur permet d'avoir un assistant de conversation qui les débloque pour gérer les payes, qui leur permet de faire moins d'erreurs que ce qu'ils faisaient avant. Et bien ça, c'est vraiment un usage de l'IA qui change la proposition de valeur de la boîte, qui est comme un nouveau produit, un nouveau service. Ce n'est pas juste des gains de productivité en interne, c'est comme si on avait monté une nouvelle boîte, un nouveau produit. Et ça, on va continuer à investir là-dessus. Et je pense que c'est ça qui fera la différence en fait, en fonction des domaines, mais entre les boîtes qui vont survivre et profiter aussi de cette nouvelle révolution technologique, et puis les autres en fait qui seront restés bloqués en fait dans les années 2020, qui sont les années du SaaS, d'Internet, produit des très très belles choses, mais qui seront assez limitées par rapport à des concurrents qui vont prendre la pleine mesure des avancées technologiques, des moyens mis à disposition, quoi. Vincent, pour aller un peu plus dans le détail, quel est le type de processus justement que vous identifiez? Alors déjà, il y a 3 domaines majeurs sur lesquels en fait les agents sont déployés aujourd'hui. Le premier, c'est tout le domaine de j'étonnerai personne, tout le domaine de la relation client, parce que en fait, les IA ont fait des très gros progrès sur la compréhension du langage, à la fois sur la partie texte et sur la partie finalement vocale. Le domaine de la relation client, c'est le domaine par l'excellence sur lequel on peut commencer à déployer des processus. Il y en a beaucoup, résiliation des problèmes, création de tickets, des choses comme ça, sur lesquels en fait il y a des gains monumentaux, pas tellement de productivité, mais surtout de satisfaction client. En fait, juste parce que je peux répondre plus vite à une demande ou je peux libérer du temps pour passer du temps sur des processus plus compliqués. Donc ça, c'est le numéro 1. Le deuxième, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle du back-office. Donc ça c'est un paquet qui entoure un certain nombre de tâches qui sont finalement des choses qui ne sont pas client-facing. On peut penser, par exemple, on travaille avec une banque sur l'amélioration du temps, du délai nécessaire pour valider une demande de crédit. Donc c'est un cas public, je peux en parler, c'est pour la BNP. En moyenne, on va mettre 20 jours entre le moment où un client fait une demande, soit directement, soit via un broker pour recevoir un crédit, et le délai, c'est 20 jours jusqu'à l'octroi d'un crédit. L'ambition, c'est de le diviser par 4 dans les cas les plus, on va dire, faciles, et par 2 dans la moyenne des cas. Donc on voit surtout que ce n'est pas tellement un gain de productivité, mais c'est surtout un gain de délai. Parce qu'en fait, dans des processus comme ça, c'est plein de tâches qui sont mises bout à bout, sur lesquelles en fait, il peut y avoir du temps perdu entre les tâches, parce que la personne n'a pas les accès, parce que le document n'est pas lisible, parce que la personne est en vacances. Et en fait, l'ambition, c'est vraiment de gagner du temps sur des délais et via là, gagner beaucoup de satisfaction client. Le troisième grand domaine sur lequel on voit un énorme impact, c'est tout ce qui est domaine de l'informatique et l'IT. Donc là, c'est peut-être moins des processus que des gains de productivité, mais en fait, porté à l'échelle, on voit quand même qu'il y a des impacts très importants. Et au-delà juste du pur temps gagné, ce qui est intéressant dans la partie IT, c'est qu'en fait, on observe une collaboration beaucoup plus importante entre les gens. Je prends l'exemple d'Artefact. Par exemple, il y a des designers chez nous qui ne sont pas des codeurs, mais qui sont capables d'utiliser des outils type ceux qui ont été précédemment, je pense à un cursor ou un Lovable, pour faire un prototypage et aller montrer ça à un développeur senior qui va être capable de repartir de cette base pour aller plus vite. Et donc en fait, on voit que les domaines de jeu sont beaucoup plus larges et beaucoup plus transverses. Quelqu'un qui n'est pas un expert dans un domaine peut rapidement aller dans un domaine d'après. Donc ça, c'est aussi une productivité au sein de l'entreprise par augmentation de la collaboration. Pour rebondir là-dessus, c'est exactement les thématiques que l'on voit. On va dire, l'IA pour tous, c'est la productivité effectivement personnelle. Comment donc on forme et comment on donne accès à des outils au plus grand nombre, qui soient sécurisés, et puis chacun peut améliorer sa performance au quotidien, on a une aide, etc. Donc ça, c'est, on va dire, effectivement la productivité de chacun des collaborateurs du groupe. Ensuite, on a des grandes fonctions. Il y a les fonctions support, tu parlais de back-office. On a énormément de tâches aussi, nous, réalisées en back-office, qu'on peut améliorer, qu'on peut accélérer,
qu'on peut automatiser. Et donc ça, évidemment, on a un grand pan aussi de productivité sur cet aspect-là. Et ensuite, il y en a qui sont plus transformants dans notre métier même. Les métiers de la relation client, on en a parlé. Nous, on va avoir des axes d'amélioration sur l'information voyageur, par exemple, qui peut être très important. La gestion de l'affluence. Et puis après, on a le domaine industriel. Et sur le domaine industriel, nous, on a des gaps très importants en termes de maintenance et maintenance prédictive. Ça va vraiment nous permettre d'améliorer encore ce qu'on faisait avec l'entraînement des LLM pour finalement agir avant la panne sur l'infrastructure ou le matériel. Si on agit avant la panne, on a plus d'offres disponibles. Plus d'offres disponibles, c'est plus de voyageurs transportés, c'est plus de régularité. Le deuxième point sur l'industriel, c'est que le réseau ferroviaire peut être soumis à un certain nombre d'incidents. On fait circuler 15 000 trains par jour et on embarque 5 millions de voyageurs par jour. Et évidemment, vous faites circuler 15 000 trains, il y a des incidents. Dans la résolution de l'incident, sur de la prédiction de retard, sur de la création de nouveaux plans de transport, là, il y a des gains aussi qui sont essentiels pour mieux organiser la production derrière, la reprendre plus vite, limiter les impacts. Donc ça, on a des vrais gains, on va dire, sur la partie production ferroviaire. Et puis un dernier point, qui est un peu particulier dans les grandes, mais qui se retrouve partout, je suis sûr aussi, chez Artefact et Payfit. On a de plus en plus de documents. À la SNCF, il y a 70 000 documents de référence. Ces 70 000 documents sont accédés tous les jours par des dizaines de milliers de collaborateurs. Ça peut être des documents du domaine achat, des documents techniques dans des technicentres. Bon. Et aujourd'hui, on accède bêtement avec un mot-clé, puis ça vous renvoie une liste. Évidemment, avec la puissance de l'IA, on peut aller chercher l'information plus vite. On a une réponse immédiate avec le document source attaché. Et donc, sur tout ce qui est la recherche documentaire et qui permet de mieux exécuter son job, de le faire plus vite, là, on a un champ qui est très important chez nous aussi. On entend avec ces cas d'usage qu'il y a une histoire de qualité de service, mais est-ce que vous arrivez à mesurer concrètement la productivité, le gain de productivité apporté par tout ce que vous faites en IA? Complètement. C'est l'assistant dont je parlais, Payfit Copilot, qui aide les entrepreneurs à réaliser leur paye, en fait, nous a permis d'augmenter le NPS. On a atteint un NPS sur les entreprises de moins de 10 salariés au-dessus de 50. Bon, c'est notamment grâce à Payfit Copilot. On sait qu'il y a 20% de demandes en moins qui arrivent à nos équipes du service client parce qu'en fait, à la source, l'entrepreneur a trouvé sa réponse, a même parfois posé des dizaines de questions parce qu'en fait, il s'est mis à utiliser Payfit Copilot comme le chat ou comme anciennement, il utilisait Google. Mais c'est assez dingue et on a le taux de satisfaction qui est aussi très élevé. Donc on voit bien en fait la qualité dont vous parliez. Et c'est pas juste de la productivité ou du délai de réponse, c'est vraiment de la qualité qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est pour ça que les entreprises aujourd'hui, je pense qu'elles se posent toutes quasiment la question de comment je peux rendre mes salariés plus productifs grâce à l'IA, comment je peux rendre mes processus plus productifs, plus efficaces grâce à l'IA. Donc, bon, c'est deux questions à se poser, productivité individuelle, productivité collective en interne. Je pense que la question qu'il faut vraiment se poser, c'est comment je peux rendre mes clients plus heureux, encore plus heureux d'utiliser mon produit et mon service grâce à l'IA. Et si on trouve... C'est pas simple, ça suppose pas juste de construire une autre fonctionnalité, c'est parfois de se réinventer. On voit pas mal de boîtes qui communiquent là-dessus d'ailleurs en ce moment, mais c'est ça le véritable enjeu, c'est de transformer son modèle grâce à cette nouvelle technologie. Et au début, tout va pas être mesurable, il va falloir prendre des paris sur des choses et voir en fait ce qui marche pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'enjeu clé dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. Vincent, vous avez d'autres KPI que vous partagez avec vos clients? Alors déjà, je partage complètement celui-là. Enfin, dès qu'on peut, déjà tout se mesure pas. Et donc en fait, nous, ce qu'on a observé, c'est sur finalement les KPI individuels.
on ne trouve pas ça très utile de mesurer le gain de productivité, mais il faut plutôt regarder l'output. Et donc l'output, par exemple, sur le gain individuel, c'est que la satisfaction au travail s'améliore fortement. Les gens qui utilisent ces IA individuellement sont globalement très satisfaits, voire extrêmement satisfaits. Il n'y a pas de retour en arrière possible. En fait, c'est une nouvelle façon de travailler que les gens sont vraiment habitués, donc à titre personnel. Ensuite, sur la partie relation client, il y a une marge d'amélioration qui est significative. Je crois que j'avais regardé la statistique moyenne de la satisfaction des call centers en Europe, c'est 30 ou 40%. Enfin, il y a peut-être des statistiques différentes à SNCF, mais voilà, donc il y a une marge d'amélioration et les gens, globalement, sont contents. Ce qui ressort des premiers échanges avec des IA, c'est que la qualité d'écoute perçue est très bonne. L'empathie perçue est très bonne, la disponibilité évidemment excellente, et donc en fait il y a une complémentarité à trouver intéressante et je pense que les gens sont tout à fait prêts à l'accueillir. Voilà. Et le dernier KPI, je pense que nous on regarde beaucoup, c'est surtout en interne, avant de regarder les gains de temps, de performance, de productivité, c'est juste de regarder l'usage. En fait il y a tellement de possibilités que les gens sont parfois un peu noyés. Et donc la façon d'identifier si des projets ressortent du lot, c'est juste de regarder le nombre d'utilisateurs internes. Et en fait, on se rend très très compte vite parce que ces outils ont la particularité de diffuser très vite. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est très utile, on l'a vu avec ChatGPT, avec les 100 millions d'utilisateurs en 5 jours, dès qu'il y a quelque chose de très utile, les gens le perçoivent. Et en fait, et puis on peut l'améliorer après. Mais ça veut dire qu'il y a un terreau intéressant dès lors que le KPI d'utilisation est fort. Alors, je rejoins complètement les deux points précédents sur la productivité personnelle. Il est en fait très difficile à mesurer. Il faut accepter d'avoir cette part d'incertitude et de ne pas tout mesurer. Ce n'est pas facile dans les entreprises, ce n'est pas facile dans les grands groupes, hein, quand vous devez investir, quand ça demande quand même un petit peu d'argent pour déployer, par exemple même faire un SNCF GPT sur 100 000 collaborateurs, et de ne pas toujours avoir le bon KPI en face. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas facile à mesurer, et ce n'est pas parce qu'on gagne 15, 20, 30 minutes sur quoi par personne. Donc je rejoins, c'est plutôt l'efficacité perçue par le collaborateur, la satisfaction au travail, la capacité à réaliser les tâches pour satisfaire le client final. Et puis en vrai, aujourd'hui, il y a des outils sur le marché, ne pas les ouvrir. Il y a déjà, on travaille différemment, une partie de la population travaille différemment. Les jeunes qui rentrent aujourd'hui en entreprise, ça fait déjà quand même 2 ans qu'ils utilisent ces modèles dans leur vie de tous les jours, et vous arrivez en entreprise, vous n'avez pas l'outil. Il y a un côté baroque, hein, ça ne fonctionne pas. Donc moi je crois, comme on a parlé de la digitalisation, il y a eu la révolution digitale il y a 20-25 ans, la SNCF s'en est emparée, très vite on avait décidé de créer, d'aller en rupture, par exemple sur la distribution à l'époque avec voyagesncf.com, on n'a évidemment pas interdit à nos collaborateurs d'aller sur Google. Aujourd'hui ça n'aurait pas de sens de ne pas déployer des outils d'IA, d'aide à la productivité. Évidemment, on posera quand même des questions d'investissement, de retour sur ROI, mais je suis transparent, aujourd'hui on n'a pas un KPI sur la productivité individuelle qu'on peut suivre comme ça. Après, il y a d'autres métiers, on sait mesurer des choses. Sur le développement, on est capable de mesurer des choses avec les outils d'aide au code, etc., sur la vélocité, la capacité à délivrer. Et ça, on le mesure évidemment avec nos développeurs et nos équipes techniques. Et après, c'est plutôt des gains, à nouveau, sur le métier, la production, les pannes. Nous, on a des objectifs donc comme je disais, de RAM disponible par exemple en plus. C'est comment la maintenance prédictive nous aide à aller vers ça. Comment l'analyse vidéo, par exemple, sur le réseau ferroviaire et le fait qu'on utilise avec de l'IA ou est-ce qu'on doit intervenir sur de la végétation, nous aide à limiter le nombre d'incidents dus à la végétation sur l'infrastructure. Donc on est plutôt après sur des KPI métiers et l'IA comme un levier pour atteindre ce KPI. On a parlé effectivement des processus à identifier pour implémenter l'IA. Alors, on a parlé des cas faciles, je vais dire, parce qu'il y a aussi des processus un petit peu fantômes dans les entreprises, finalement. Vincent, c'est quelque chose qui est, quand tout n'est pas écrit, c'est plus difficile à identifier. Oui, alors je pense que la plupart des processus ne sont pas forcément écrits. Et donc, il y a une part, finalement, quand on lance ce type de projet, de choisir ces bons processus. Tout n'est pas écrit. Il y a une part de l'action humaine qui n'est pas processée et une part qui est des choses implicites. Alors après, la force de ces IA, ça va être de détecter des choses implicites dans les processus. Mais voilà, il faut identifier les bons candidats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une... alors déjà, on est sur de la matière qui évolue. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, ce n'est pas la même que celle d'hier et ce n'est pas celle de demain. Donc, dans la qualification des processus, il faut quand même avoir en tête que peut-être que l'IA demain sera plus performante. Donc, ce n'est pas la peine de rejeter les processus sous prétexte que l'IA ne sait pas le faire, parce que peut-être demain, elle saura le faire. Et à contrario, on ne va pas mettre des IA partout, là où il y a des processus, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de se dire qu'on va tout processer. Enfin, on n'a pas envie de vivre dans une société qui est tout processée. Et le problème, c'est que ces IA-là, elles vont baisser le coût
à automatiser les processus et du coup, ça va faciliter l'émergence aussi des processus qui servent à rien dans les entreprises. Et donc en fait, il faut aussi se poser la question de revoir un peu finalement l'organisation, comment les gens travaillent, est-ce que les documents sont tous obligatoires et donc en fait, l'IA, il faut quand même garder en tête, c'est un outil au même titre qu'il y en avait d'autres, il y a de la robotique, il y a du digital. Et donc en fait, on a une palette d'outils à notre disposition et le but, c'est de simplifier et d'améliorer la valeur pour le client. Et l'IA, on ne va pas mettre de l'IA partout. Donc voilà, qualifier les bons processus. Et il y a un point qui est très important, c'est finalement la confiance dans l'IA. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on constate que ces IA se trompent encore assez régulièrement. Et donc, il faut choisir quand même des processus qui sont intéressants en termes de volume, mais pas non plus trop critiques. Une statistique qui est intéressante, c'est que les IA résonantes se trompent plus souvent que les IA écrivantes aujourd'hui, alors qu'on aurait pu penser que c'était le contraire parce qu'elles réfléchissaient plus. Et donc, il y a une cohérence à trouver et une bonne part de risque à trouver pour pouvoir quand même en bénéficier, on va dire, à l'échelle. En un mot, peut-être chacun, pour finir, est-ce que vous pouvez nous partager les prochains cas d'usage sur lesquels vous travaillez, ou en tout cas ceux auxquels vous réfléchissez en ce moment? Petite vision sur le futur, Firmin. Il y a énormément de cas d'usage qu'on a déjà implémentés. Mais ouais, il y a un cas d'usage sur lequel on travaille et que j'aimerais beaucoup implémenter, c'est de donner à nos clients la promesse en fait, de faire 100 fois moins d'erreurs en paye et en déclaration sociale grâce à l'IA, parce qu'en fait, on est capable de prévoir en fonction de la situation de l'entreprise, des comportements des salariés, de l'entrepreneur qui fait sa paye, on est capable de prévoir en fait les erreurs qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent. Et on est capable en fait de limiter le nombre de problèmes avec l'URSSAF, de situations de tension entre un employeur et un salarié dans le futur. Et ça, c'est quelque chose qui technologiquement était très compliqué à faire il y a encore 3 ans. Et je pense que d'ici quelques trimestres, quelques années, au pire, ce sera possible. Et ça va être magique et normal, en fait, une fois qu'on aura réussi à l'implémenter. Et c'est un beau cas d'usage assez concret. Tout le monde reçoit un bulletin de paye dans cette salle, à peu près. Donc, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Julien, qu'est-ce qui est dans les cartons chez la SNCF? Il y en a un où on essaie d'aller encore plus loin, je le disais, c'est sur la recherche documentaire. Parce qu'en fait, on n'est qu'au début de l'histoire. Et puis, on avance aussi avec les avancées technologiques. Il y a quelques mois, les LLM lisaient pas bien, par exemple, les logigrammes. Et nous, on a plein de documents avec plein de logigrammes. Aujourd'hui, les LLM lisent bien les logigrammes, en tout cas beaucoup mieux. Donc, on peut intégrer des corpus supplémentaires. Et ça, je le disais, il y a une satisfaction, un gain pour les collaborateurs qui est très important. Le deuxième, si je me situe un peu plus loin, c'est notamment sur la prédiction de retard, avec l'objectif de donner une meilleure heure de rétablissement pour la production et in fine une meilleure information voyageur pour le client. Et là, on travaille avec notamment l'école polytechnique. On a monté une chaire avec l'X. Et ça, c'est un des sujets qu'on traite dans la chaire pour améliorer ces prédictions. Vincent, le mot de la fin? Alors moi, j'en ai plusieurs. Donc j'aurai plusieurs mots de la fin. Le premier, c'est en fait, on s'aperçoit que les entreprises déploient des agents nombreux. On avait peut-être des grands cas d'usage d'IA avant l'IA générative. On avait peut-être des dizaines dans l'entreprise. Demain, ce qu'on pense, c'est qu'il y aura des milliers, voire des dizaines de milliers d'agents. Et donc, en fait, un des premiers axes de recherche, c'est ce qu'on appelle l'observabilité de ces agents. En fait, les entreprises vont être dans la nécessité de pouvoir finalement contrôler un peu ce qui se passe tout en laissant beaucoup de décentralisation. Et donc, nous, un axe de recherche, on a un centre de recherche chez Artefact, un axe de recherche de nos chercheurs, c'est de travailler sur finalement ce qu'on appelle l'observabilité et la remédiation de ces IA, c'est finalement qu'est-ce qu'elles ont dit et est-ce que c'est autorisé par rapport à la gouvernance de l'entreprise, par rapport à la réglementation, par rapport à la sécurité des données, est-ce qu'on s'autorise ou pas? Et en fait, c'est des zones qui sont totalement grises, c'est-à-dire que pour une réponse donnée, il n'y a pas forcément une réponse parfaite. Et donc, en fait, comment être capable d'observer, de superviser ce que fait ces IA, donc ça, pour nous, c'est un axe très important. Le deuxième axe, c'est un axe plus autour de la recherche, notamment la recherche en santé. On travaille beaucoup aujourd'hui pour mettre les IA à la main des chercheurs. Par exemple, on travaille aujourd'hui avec des laboratoires de recherche médicale pour essayer aussi, encore une fois, de réduire le délai de mise sur marché de certains médicaments, parce qu'il faut savoir qu'entre le moment où on trouve un médicament et on le met sur le marché, aujourd'hui on a une dizaine d'années, la promesse de l'IA, il y a beaucoup de papiers, notamment la Haute Autorité de Santé, les gouvernances internationales, ainsi de suite. La promesse des IA, c'est
d'augmenter la productivité de la recherche. Et donc certains laboratoires aujourd'hui ont pour ambition de passer de 10 ans à 2 ans la mise sur le marché de médicaments, parce que, par exemple, nous, on va utiliser l'IA générative pour aider un chercheur à vérifier que pour une molécule trouvée, elle n'a pas d'effet secondaire. Et en fait, ça, c'est un travail qui est assez manuel. Il faut lire un certain nombre de papiers de recherche. Et donc, les IA peuvent faire gagner du temps. Voilà. Le troisième axe de recherche, et ça, c'est quelque chose qu'on va présenter à Vivatech dans quelques semaines. Avant-première, attention. Avant-première, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. C'est de tester de l'IA embarquée dans les robots. En fait, on a l'impression que finalement, cette matière d'intelligence artificielle est aujourd'hui mise à disposition des mains du digital, parce que c'est là qu'on a pu tester donc, la relation client, l'IT, le back-office. Et en fait, demain, je pense que de plus en plus, ces mêmes IA vont être embarquées dans les robots, notamment parce qu'on va aller sur des plus en plus petits modèles et parce que les capacités de capteurs de ces robots vont baisser. Et donc là, on a lancé un hackathon en interne pour diffuser ces IA dans les robots, et on montrera des exemples à Vivatech. Voilà. On a hâte. En tout cas, moi, ce que je retiens de cette table ronde, c'est qu'à la place de levier de performance collective, on aurait dû mettre peut-être levier de satisfaction collective. C'est ce que je retiendrai aujourd'hui. Donc, merci à vous trois.